Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag. C'est la deuxième partie de cette émission d'actualité consacrée à la défense de la moto, de sa pratique et de ses intérêts. Je suis toujours avec Guillaume Chocteau, qui est à la fois vice-président de la mutuelle des motards et qui est aussi l'auteur d'un ouvrage absolument remarquable sur les 40 ans de la FFMC, la Fédération des motards en colère. Vous avez pu regarder, si c'est pas le cas, allez-y sur la chaîne YouTube, le premier épisode de cette émission qui est consacré en fait à la genèse de la FFMC, à sa création et surtout au contexte sociologique, politique qui fait que les motards se sentent à un moment victimes d'injustice. Cette injustice va provoquer une colère et cette colère va créer la FFMC. Cette émission est en ligne sur notre chaîne. N'hésitez pas à y aller. Guillaume, on a parlé de la création de la FFMC. On est donc en 1981. On sait que sociologiquement, on a parlé des motards un peu comme étant des prolos, mais ça n'avait rien de péjoratif dans notre part. Et moi, je le suis, je le revendique. On voit bien qu'en fait, entre l'électorat et la constitution du corps motard, il y avait une sensibilité avec la gauche qui incarnait une forme de progressiste et de changement de la société. Et du coup, des liens sont faits avec Mitterrand qui veut accéder à la présidence et qui promet de défendre les motards et donc d'arrêter la vignette. On est donc à ça. La Fédération des motards en colère est créée. Elle a été audible. Elle s'est bien fritée avec la police giscardienne à l'époque. Elle est sous la tutelle d'un leader charismatique, Jean-Marc Maldonado, qui va cristalliser, comme tous les leaders charismatiques, des haines et des passions. C'est ça. Peut-être nous parler un peu de Maldonado. Personnage complexe. Hein, ouais, personnage complexe. Voilà. Pour ceux qui l'ont connu. Ouais. Mec de gauche, il a épousé la fille d'un ministre de droite quand même. C'est ça, ouais, tout à fait. Et même si, voilà, ces histoires amoureuses, c'est compliqué pour ceux qui connaissent. Et on ne dira pas tout. Mais en tout cas, voilà, mais c'est aussi le contexte politique de l'époque, sociologique de l'époque. Et en tout cas, oui, effectivement, c'est un personnage emblématique. Moi, je pense, avec tout le respect que je peux avoir sur tous les autres militants qui sont passés après dans la fédération, je pense que si Maldo n'avait pas été là, on n'aurait pas atteint ce niveau-là. D'accord. Il fallait vraiment une espèce de leader charismatique qui porte le truc et qui sache aussi organiser, structurer et communiquer. Tout à fait. C'était un bon communicant. Moi, quand je l'ai rencontré, une fois en physique pendant 3 heures et puis après, avant, on a eu des discussions téléphoniques. C'est quelqu'un qui nous embarque, toujours. Et pourtant, il a quitté le mouvement, mais il travaille, et voilà, il a 40 ans de plus. Il nous embarque, on l'écoute et il nous embarque. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un qui avait, comme disait un de ses lieutenants, deux idées à la minute. Comme dit René-Michel Meillambourg, qui est donc dans le livre, son surnom c'est Kiwi, il me disait, il allait pisser, il revenait avec 2 idées, quoi. Ouais. Donc c'était quelqu'un qui était forcément là au bon endroit, au bon moment, dans un mouvement qui émergeait et qui avait besoin de se structurer. Donc indiscutablement, cette personne-là était au bon endroit et la Fédé a bien fait de le rencontrer ou inversement. Bon. Après, il y a une multitude d'autres personnes qui étaient avec lui. Jérôme Lambert, qui était un neveu de Mitterrand. D'accord. Ça aide pour faire passer les messages quand même. Ça aide. Alors, voilà, c'est un neveu ou un petit neveu. J'ai un doute sur la filiation. Enfin, c'est quelqu'un de sa famille qui avait donc le numéro de téléphone de tonton. 06 de tonton, ça aide. C'est ça. Et qui a été député dans ces moments-là, qui a été élu député à peu près dans ces eaux-là et qui a d'ailleurs perdu sa députation, mais il l'a fait non-stop pendant 40 ans. Donc c'est quelqu'un qui renie pas du tout son passé. Il a été invité au rassemblement de la fédération il y a quelques années. Enfin, c'est quelqu'un de tout à fait intéressant et qui renie absolument pas son passé, même si, et je crois qu'il est toujours adhérent de la fédération. Et puis il y a un certain nombre d'autres personnes, alors qui ont disparu du secteur, mais qui ont aidé aussi à cette construction de cette fédération et qui ont aidé à construire les autres structures également, puisque après la victoire de la vignette, sur la vignette, on a eu quelques autres combats emblématiques. Je vais juste faire une aparté parce que c'est dans l'air du temps, c'est la question de l'attestation d'assurance, dans l'air du temps qu'elle disparaisse, qu'on ne l'utilise plus. Et à l'époque, la fédération s'était battue pour la mise en place obligatoire de l'attestation d'assurance sur les véhicules, en disant ce n'est pas une preuve de l'assurance de la personne, c'est un moyen de se faire pruner si on ne l'a pas. Et là, en l'occurrence, la disparition de l'attestation d'assurance est liée au fait d'avoir un fichier des assurés et donc on est sur le même principe. Les caméras qui vérifient. Donc, il y a 40 ans, on avait le même argument et on avait raison. Et c'est plein d'anecdotes comme ça où on avait raison trop tôt, en fait. Mais globalement, après la victoire de cette vignette,
la fédération s'est structurée à créer d'autres structures qui répondaient aux besoins. Ces structures-là répondaient à une plateforme qu'on avait écrite en 81 qui s'appelait la plateforme du Havre, sur laquelle il y avait une dizaine de recommandations. Créer des auto-écoles, créer un journal d'information pour les consommateurs, ce qui donnera Moto Magazine maintenant, créer une mutuelle d'assurance et ainsi de suite. Et jusqu'à la fin des années 90, ces structures-là ont appauvri un peu la fédération parce que les militants se sont retrouvés là-dessus et il n'y avait plus de combats emblématiques comme la vignette. Donc alors on peut peut-être dire aussi que quand Mitterrand arrive au pouvoir, le monde de la moto trouve une oreille un peu attentive et il y a un peu moins de menaces. Tout à fait. D'autant plus que, tu me corriges si je me trompe, mais à un moment vous avez aussi des personnalités médiatiques qui vous défendent. C'est-à-dire qu'on a à la fois Yves Mourouzi, présentateur de TF1 bien connu, qui revendique clairement le fait qu'il est Monsieur Moto. Et qui est le premier Monsieur Moto. On a Yves Janiès, qui est un des journalistes à l'époque, qui fut un des premiers aussi à prendre une cotisation à la FFMC. On a Coluche qui défend le monde de la moto. Et puis là, on se dit, bon, tout va à peu près bien, on n'a plus tellement de menaces. Mais il y a quand même des interlocuteurs au niveau de la sécurité routière, dont Gérondeau, qui sera jusqu'en 82. Alors Gérondeau, oui, jusqu'en 82, il se fera remercier gentiment, et il va être remercié et remplacé par quelqu'un qui, selon moi et selon les plus vieux, sera le meilleur des ISR qu'on ait eu. C'était qui ? C'était Monsieur Maillet, Pierre Maillet, qui avait comme consigne de travailler avec les motards. Entre autres, il y avait une commission nationale de roues, dans laquelle la fédération siégeait, qui parlait des problèmes de deux roues, des problèmes, des dossiers de roues. Et c'est grâce à Monsieur Maillet qu'on a eu un programme qui s'est mis en place également, que les plus vieux doivent connaître, qui s'appelait le programme Réagir. Et alors le programme Réagir, il était basé sur les enquêtes bureau accident, je crois que ça s'appelle comme ça en aviation. C'est-à-dire qu'il y a un problème corporel, il y a un accident grave, et on déléguait des personnes issues de différents corps, alors l'administration, forces de l'ordre et usagers, qui venaient étudier l'enquête et faire des propositions. Les enquêtes Réagir, elles dureront jusqu'au milieu des années 90. Le jour où, un peu plus tard, fin des années 90, jusqu'à temps qu'on mette un nouveau DSR qui s'appelait Rémi Hetz. Alors lui, tu l'as décrit dans le bouquin comme étant le pire. Je pense que c'est le pire qu'on ait eu. Pourquoi ? Parce que c'était un technocrate pur jus, parce qu'il détestait la moto, parce que quoi ? Parce que tout ça à la fois, on peut avoir des talents. Personnellement, je le connaissais pas, donc je peux pas dire qu'il était, je sais pas s'il était anti-moto ou pas, mais en tout cas, ça a été un serviteur zélé de la politique ultra répressive de Nicolas Sarkozy à l'intérieur et de la mise en place des radars automatiques et des contrôles sanctions automatisés contre lesquels on s'est battu fortement, mais ça a été quelqu'un qui a été clairement à la hauteur de ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'intransigeant, un serviteur zélé. Alors écoute, je te propose avant d'aller dans le tunnel temporel et qui nous monte à 85, on va revenir un peu en 86 avec cette loi des 100 chevaux. Et en fait, est-ce qu'au moment où dans les années 80 vous pensez avoir gagné en notoriété, en écoute de la part du gouvernement, en fait, il y a un échelon supérieur qui arrive dans le millefeuille, c'est l'Europe. Et en fait, l'Europe vous colle des lois complexes contre lesquelles il est difficile de se battre. Et à un moment, l'action au niveau national, qui est votre spécialité, parce qu'il y a un travail de lobby, il y a un travail de discussion, il y a un travail de concertation avec les différents pouvoirs publics, bim, ça change d'échelle, et là, est-ce qu'on ne commence pas à se dire, tiens, ça se complique à nouveau ? C'est ça. Alors, effectivement, la loi des 100 chevaux est emblématique de cet échelon que les Français découvrent, globalement. C'est ça. Et les motards, comme les motards sont intelligents aussi, ils se sont structurés. Ils ont dit, OK, on va créer une fédération européenne. Alors, il n'y avait pas une fédération à l'époque, il y en avait deux. Il y avait l'EMA, qui était European Motorcycle Association, et puis la FEM, qui était, dont la Fédé était fondatrice, qui était la Fédération Européenne des Motards. Et ces deux fédérations, globalement, la FEM, c'était plutôt l'Europe du Sud, et l'EMA, c'était plutôt l'Europe du Nord. Et ces deux fédérations créeront la FEMA, donc se rassembleront dans les années 80, au début des années 90, pour devenir une seule et même fédération portant la voix de l'ensemble des motards dans l'ensemble des pays européens. Et effectivement, heureusement que la FEMA est arrivée, parce qu'on a énormément de dossiers qui sont passés au niveau européen. La pollution, le bruit, enfin tout ça, c'est des normes avant tout nationales, européennes, et qui ne se défendent plus au niveau national. L'homologation, enfin
tout ça, c'est devenu très compliqué, européen, donc la FEMA nous aide beaucoup, et nous, on est des relais derrière de mobilisation et d'information, clairement. Et effectivement, la loi des 100 chevaux, emblématique. Vous l'avez vécu comme un échec, comme une frustration, comme une nouvelle injustice, alors, c'est une injustice, clairement, puisque rien ne prouvait que le bridage à 100 chevaux d'une moto allait améliorer la sécurité routière des motards. Et rien ne l'a jamais prouvé. Et rien ne l'a jamais prouvé. Même, on a le fameux rapport MEDS qui a été mis en place, qui est venu apporter de l'eau au moulin en disant c'est peanuts les accidents liés à un problème mécanique. Mais par contre, c'est une vraie injustice, c'est-à-dire qu'à côté de ça, on n'a jamais bridé les voitures, et c'est pas ce qu'on demande d'ailleurs. Surtout, on n'a jamais demandé le bridage des voitures à côté. On dit le bridage ne sert à rien. Et puis là, c'est une anecdote personnelle, mais genre, quiconque a conduit une moto à deux sait que quelquefois la puissance, ça aide pour se sortir d'une situation un peu compliquée. Pour dépasser. Voilà. Donc voilà, donc le bridage ne servait à rien. En plus, le bridage était souvent mal fait puisque c'était des motos qui n'étaient pas prévues pour être bridées et qui étaient bridées. Donc on le sait très bien que c'était mauvais. Mais effectivement, 86, c'est emblématique de l'arrivée de l'Europe et de la difficulté qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Autre date importante, on fait un petit bond temporel parce qu'on pourrait passer des heures et des heures à parler de toutes les étapes. Le livre est extrêmement fourni en dates, en précision, en mesures politiques, en mesures juridiques. Et tous les décrets, les rapports sur lesquels... Tout est là, vous serez incollable. Donc après 86 et la loi des 100 chevaux, je te propose un petit saut temporel. On arrive en 1995 et c'est d'ailleurs une mesure qui est un peu à la base de ton engagement à toi, Guillaume, dans la FFMC. C'est qu'on arrive à une sorte de, je vais employer un mot peut-être un peu fort, peut-être pas tant que ça. Finalement, c'est une sorte de c'est dur à dire, criminalisation de la sécurité routière, parce qu'on arrive sur le statut de récidive et que de nouveau sont pointés la puissance, la vitesse et les motards. C'est ça. Alors en préalable à cette réponse, faut savoir quand même, faut se rappeler que depuis 40 ans, le nombre d'utilisateurs de deux roues motorisées augmente. Il a été multiplié par 10 à peu près, et on baisse en termes de mortalité. Oui, j'ai vu tes chiffres, on était à 1000 en 80 et on est à 600 aujourd'hui. Voilà, donc on baisse, et tant mieux. Et puis les blessés également. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une bonne tendance là-dessus, et c'est plutôt, c'est bien entendu encourageant. Contrairement au discours ambiant. Et 95, effectivement, on a un contexte un peu particulier. On a la droite qui arrive au pouvoir. C'est une droite dure. C'est la droite de Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, qui a besoin d'exister politiquement, parce que je pense qu'il a quelques ambitions à venir. Et le discours de Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, va être de criminaliser la route, effectivement, de pointer du doigt les délinquants routiers. Alors, délinquants routiers étant assez peu clair, mais surtout reprendre le discours des associations de victimes de la route, Ligue contre la violence routière, Fondation Anne Sellier, qui elles hurlent dès que on parle de la route et de la vitesse et des voitures puissantes et tout ça, Et donc reprendre ce discours-là. 2002, c'est l'année de la sécurité routière par grande cause nationale par Jacques Chirac. Et on a cette formidable experte Bernadette Chirac qui siège. Voilà, bien connue, experte en sécurité routière qui va... Et Robert Namias. Et Robert Namias, bien entendu. Alors Robert Namias, il avait une petite expérience de la route, je crois, mais bon, voilà, c'était avant tout un journaliste de TF1, bien docile au pouvoir chiracien. Et voilà, donc ça aussi pour dire que la sécurité routière n'est jamais très éloignée du politique. On l'a vu à la genèse, mais ça n'a jamais changé depuis. C'est un beau laboratoire d'idées sur les libertés individuelles et les libertés collectives. Justement, les libertés, on en parlera dans cette 3e émission consacrée à ton livre qui retrace les 40 ans d'histoire de la FFMC. Merci Guillaume pour ce 2e épisode passionnant. On se retrouve très bientôt pour une 3e émission. On reste sur la chaîne YouTube de Motomag, débrief de GP, apéro, off, essais, plein d'autres choses. Soyez prudents, bisous sur le casque, à très bientôt.